Salut, moi c'est Whitney et tu écoutes À Dimanche, un podcast mensuel où je partage mes réflexions, mes doutes, mes découvertes, seule ou en bonne compagnie. À Dimanche, c'est un podcast né de mes propres questions, de ce que je traverse, de ce que je comprends et ne comprends pas encore, mais aussi de ce qui me travaille, ce qui m'interroge. Et plutôt que de garder tout ça pour moi, j'ai choisi d'en parler, d'ouvrir la discussion. Pour ce tout premier épisode de À Dimanche, j'ai décidé de vous parler du processus que j'ai fait cette dernière année, c'est-à-dire congeler mes ovocytes. Parce que sincèrement, avant de m'embarquer dans cette aventure, j'en avais strictement aucune idée. Donc je me suis dit que cet épisode pouvait sûrement être très utile à beaucoup d'autres personnes. 21 juillet 2020, je fêtais mes 30 ans, je venais tout juste de me séparer et j'entrais dans cette nouvelle décennie, la trentaine. Franchement, j'étais un peu perdue, je me sentais encore jeune adulte, mais en même temps, je ressentais la pression de la trentaine. Peut-être parce que mes parents, au même âge, ils étaient déjà mariés, ils venaient tout juste de m'avoir. Et j'étais pas triste de la séparation, mais plutôt de ce qu'elle représentait, c'est-à-dire une incertitude sur mon avenir et mes chances de devenir maman. Je ne sais pas toujours comment l'expliquer, mais depuis petite, il y a en moi quelque chose de très profond qui me dit que j'ai envie d'être maman. Et c'est pas juste d'avoir un enfant, pas parce qu'à un moment donné c'est censé arriver dans une vie, pas pour cocher une case, mais parce que je crois que j'ai profondément envie de vivre ce lien-là. Et au-delà d'avoir envie d'un enfant, je veux avant tout être maman, j'ai envie de donner de l'amour, d'en offrir énormément, j'ai envie de transmettre des valeurs, une façon de voir le monde, de rassurer, d'accompagner, de protéger. Et je crois aussi que devenir maman, pour moi, ça serait donner un sens très concret à cet amour que j'ai toujours eu en moi. Alors bien sûr, je suis lucide, je sais qu'un enfant bouleverse tout, que ce n'est ni simple, ni léger, ni romantique tous les jours, mais malgré ça, je sens aujourd'hui que je suis prête à accueillir ce bouleversement dans ma vie. Pendant longtemps, une femme n'avait pas vraiment le choix. Son corps, sa maternité, sa vie, son travail, ses études étaient souvent décidés par la loi, la société, la morale ou les hommes autour d'elle, ce qui est encore beaucoup le cas aujourd'hui, hein. Mais aujourd'hui, je peux me demander librement si je veux devenir mère et comment, ce qui n'a pas toujours été le cas. En Suisse, par exemple, la procréation médicalement assistée n'est entrée en vigueur qu'en 2001 et certaines options comme le don d'ovocytes restent encore interdites. Si j'ai pu avoir accès à une démarche comme la congélation d'ovocytes, c'est aussi parce que les choses ont évolué. Même si sur certains points, comme le don de sperme en tant que femme seule, reste encore interdit. Il y a cependant quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle, la fameuse horloge biologique. Elle fait bien chier celle-là, parce que même si mentalement, financièrement et professionnellement, au moment où je vous parle, à 35 ans, célibataire, franchement, je me verrais bien être totalement encore sans enfant pendant une bonne décennie. Bah, cette fameuse horloge biologique, elle nous rappelle que non, ma chérie, tu peux pas être aussi flexible que tu le penses. Car oui, c'est un fait, la fertilité féminine commence à diminuer progressivement autour de 30 ans. La baisse, elle devient plus marquée à partir de 35 ans. Alors oui, beaucoup de gens autour de moi me disent « mais t'es jeune, t'as le temps ». Mais en réalité, biologiquement, c'est pas du tout à fait le cas. À partir de 35 ans, la probabilité de tomber enceinte n'est plus que de 50%. Et en effet, la réserve d'ovules diminue et ces derniers vieillissent. Mais évidemment, c'est pas qu'une question de quantité, sinon ce serait trop simple, c'est aussi une question de qualité. Avec l'âge, les ovocytes diminuent en nombre, mais ils ont aussi davantage de risques de présenter des anomalies chromosomiques. Résultat, tomber enceinte, ça peut devenir compliqué, on a plus de risques de fausses couches et certaines grossesses deviennent statistiquement plus à risque. Donc en résumé, moins d'ovocytes, moins bon, plus de pression. C'est hyper rassurant et sincèrement, j'essaie pas de vous dramatiser tout ça pour le plaisir. Parce que voilà, selon le groupe Earth London, le nombre et la qualité des ovocytes diminuent considérablement entre 35 et 40 ans. Et les chances de grossesse à 40 ans sont environ 2 fois plus faibles qu'à 35 ans. Alors j'ai compris que 30 ans, ça ne veut pas dire que c'est trop tard, que 35 ans, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais l'âge reste un facteur important pour la fertilité. Donc je me retrouve vers 30 ans à penser à la suite. Je suis pas en couple, je ne peux pas encore me projeter de faire des enfants avec quelqu'un. Le temps avance, donc je décide d'essayer de gagner un petit peu de temps. Car au final, c'est ça quand j'ai ces ovocytes, se laisser du temps, enlever un certain stress, se rassurer un petit peu dans un monde si incertain et surtout dans un domaine où la nature remporte toujours. La congélation d'ovocytes, qu'on appelle aussi vitrification, c'est une technique qui permet de prélever les ovocytes d'une femme puis de les congeler pour les conserver dans le temps, 10 ans en Suisse. Le but, c'est de mettre en pause sa fertilité à un moment donné où la qualité de nos ovocytes elle est meilleure, pour pouvoir éventuellement les utiliser plus tard dans un projet de grossesse, souvent dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, d'où le terme PMA. En résumé, c'est mettre de côté des ovocytes de meilleure qualité
aujourd'hui au cas où on en aurait besoin plus tard. Mais à 30 ans, quand je commence à me renseigner, c'est là que je réalise que j'en ai strictement aucune idée. Je sais pas à qui m'adresser, on m'en a jamais parlé, personne autour de moi ne l'a fait. Franchement, j'en sais rien. Donc je décide d'aborder le sujet avec ma gynécologue qui m'explique brièvement le processus et me recommande vivement de prendre rendez-vous avec un de ses collègues au CPMA à Lausanne. Je me retrouve donc au CPMA à Lausanne, le centre de procréation médicalement assistée. Là, j'ai 32 ans, je suis toujours célibataire et je viens pour demander des renseignements sur un sujet dont sincèrement, j'en ai aucune idée. Je rencontre un super gynécologue qui m'explique vraiment tout, sans langue de bois, sans filtre, et c'est peut-être ça dont j'avais besoin à ce moment-là. Et surtout, je me rends compte que tomber enceinte n'est pas si facile que ça et que pour beaucoup, c'est le parcours du combattant. Je réalise que le processus n'est pas léger, une stimulation ovarienne, c'est lourd, c'est beaucoup d'hormones et en tant que femme célibataire, c'est un parcours qu'on va vivre seule. Je comprends que je vais devoir tout assumer aussi, psychologiquement, physiquement, mentalement et surtout financièrement. Parce que oui, financièrement, comment ça se passe? La Suisse, on adore nous montrer en tant qu'exemple. Et ben, quand il s'agit de la maternité et de la fertilité, sachez que nous sommes à la traîne. Congeler ses ovocytes, ça coûte environ 7000 francs et l'assurance ne prendra strictement rien en compte. Oui, 7000 francs pour un processus dont on ne connaît pas le résultat final, car comme je l'ai dit, on est dans un domaine où la nature remporte toujours. Mais ça, je l'ai compris bien après. Je réalise donc que congeler ses ovocytes, c'est un luxe et non une question de santé générale. Si tu n'as pas les sous, bah franchement, tant pis pour toi. En France, une femme peut aujourd'hui faire congeler ses ovocytes de manière préventive avec une prise en charge assez importante par la sécurité sociale. Le prélèvement et la congélation sont remboursés et il reste des frais de conservation annuels qui tournent autour de 40 euros par année, ce qui est nettement plus abordable que les 7000 francs en Suisse. Et ici en Suisse, on te fait comprendre assez vite que ce n'est pas juste une décision intime ou médicale, c'est aussi une question de moyens financiers et ça, forcément, ça crée une inégalité entre femmes. À ce moment, je commence tout juste à assimiler les informations, le processus, comment se passe exactement une stimulation ovarienne, combien ça va me coûter. Et si je veux faire un bébé toute seule ensuite, c'est une seconde douche froide parce qu'en Suisse, à nouveau, une femme non mariée ne peut pas recourir légalement au don de sperme. Donc aujourd'hui encore, l'accès au don de sperme est limité aux couples mariés. Alors depuis l'entrée en vigueur du mariage pour tous en 2022, les femmes mariées y ont aussi accès, mais pas les femmes célibataires. Concrètement, on peut congeler ses ovocytes seuls, mais on ne peut pas les utiliser ensuite comme on l'imagine si on est célibataire. En résumé, je ne peux pas faire un bébé toute seule. On nous dit toujours qu'il faut anticiper notre fertilité, mais on continue quand même à encadrer très strictement qui a le droit de devenir mère et comment. Ok, donc super. Un, ça va me coûter un rein. Deux, je vais me sentir bien seule dans ce processus. Et trois, je suis même pas sûre que ça va marcher. Et quatre, si je veux faire un enfant toute seule, eh ben j'ai pas le droit. Je ne sais pas si c'est toutes ces raisons ou le fait que quelques mois plus tard j'ai rencontré quelqu'un, mais à ce moment précis, je n'ai pas donné suite au CPMA et je n'ai donc pas congelé mes ovocytes. Et là, je m'adresse aux femmes qui écoutent cet épisode. Si vous pensez à congeler vos ovocytes et que vous en avez les moyens, faites-le. Ne faites pas comme moi qui ai perdu 3 ans entre le moment où j'y ai songé et le moment où je l'ai finalement fait parce que j'avais rencontré quelqu'un. J'étais aveuglée par le fait d'être en couple, que ça me donnait une certaine sécurité, une certitude qu'on allait avoir des enfants ensemble, surtout qu'on en parlait. Mais non, on n'est jamais sûr de rien et c'est hyper important de garder le contrôle de notre propre corps et de nos décisions. Si vous songez à congeler vos ovocytes, pensez-y, que vous soyez en couple ou non. Janvier 2025, cette année, j'aurai 35 ans et cette fois, je décide d'aller au bout du processus. Parce qu'entre-temps, j'avais un peu mis de côté tout ça, j'étais en couple, on parlait d'enfants, je croyais que les choses se seraient faites dans l'ordre, naturellement. En fait, comme si le simple fait d'être avec quelqu'un rendait soudain le sujet moins urgent. Mais avec du recul, je réalise que c'était une erreur. Pas parce que j'étais en couple, mais parce que j'avais, sans me rendre compte, remis une décision profondément personnelle entre les mains d'un futur qui ne m'appartenait pas totalement. Je recontacte le CPMA à Lausanne et je décide donc de franchir le pas en Suisse malgré la somme d'argent assez conséquente. Je commence tout juste à en parler autour de moi, un peu sur les réseaux, et j'entends que l'Espagne revient dans beaucoup de conversations. Cependant, pour cette première fois, je me sentais hyper rassurée de faire dans mon pays, dans ma ville, car c'est un processus qui est quand même compliqué et je voulais pas rajouter le stress de devoir le faire à l'étranger. Cette fois-ci, je suis beaucoup plus attentive et je comprends enfin vraiment les différentes étapes du processus. Quelques jours avant mes règles, je dois d'abord prendre de la progestérone afin d'aider à bien préparer et synchroniser mon cycle. Puis, dès l'arrivée de mes règles, je commence la phase de stimulation ovarienne. Pendant environ 2 semaines, je dois me faire des injections tous les jours à la même heure
pour stimuler mes ovaires et les pousser à produire plusieurs follicules, donc plusieurs ovocytes au lieu d'un seul, comme dans un cycle naturel. En gros, on demande au corps de créer plusieurs œufs au lieu de un seul, comme ça se ferait naturellement. À cela s'ajoutent d'autres injections selon l'évolution du traitement, ainsi que des contrôles réguliers tous les 2 jours avec échographie et prise de sang. Le but, là, c'est de vérifier comment mes follicules grandissent, de mesurer leur taille, de suivre mes hormones et surtout de s'assurer qu'on déclenche la suite au bon moment. Puis lorsque le médecin estime qu'il y a suffisamment de follicules matures, on passe à la ponction ovarienne. C'est l'intervention qui permet d'aller récupérer les ovocytes directement dans les ovaires pour ensuite les congeler. C'est une opération assez rapide de moins d'1 heure réalisée sous anesthésie générale, on ne sent rien du tout. En théorie, j'ai tout compris, je décide donc de faire cette stimulation ovarienne pendant l'été, je suis super motivée, je me réjouis et je me rends compte rapidement que j'étais un peu dans une désillusion. Quand mes règles arrivent, les douleurs sont vraiment fortes. Je ne sais pas si c'est la prise de progestérone ou autre, mais sincèrement, je douille de zinzin. Ensuite, ce n'est pas le fait de me piquer qui me gêne, mais c'est les effets secondaires que j'avais pas du tout anticipés. Je suis crevée, j'ai la nausée la plupart de la journée, je suis triste et en colère. Et sincèrement, je vis ces semaines de stimulation dans un espèce de brouillard. Je me sens terriblement seule, incomprise, je suis déprimée, je suis mal dans ma peau, je dors hyper mal. Je ne supporte plus les annonces de grossesse autour de moi, j'arrive pas à assister au baby shower, c'est devenu anxiogène, je me replie sur moi-même et je me sens de plus en plus mal. Et en fait, à ce moment-là, je me heurte à une certaine réalité, je rêve de fonder une famille, mais je suis toujours célibataire. Je n'ai pas fait les meilleurs choix ces dernières années dans le domaine de mes relations et je me retrouve aujourd'hui seule à vivre ce processus lourd. Car si on nous explique bien le traitement, la stimulation et les coûts, on survole un peu rapidement le coût moral de cette procédure. Congeler ses ovocytes, c'est difficile. Non, ce n'est pas juste quelques piqûres, c'est aussi faire face à notre peur de ne pas devenir maman. J'ai congelé mes ovocytes parce que je veux être maman, mais pendant tout le traitement, je me demandais chaque jour, et si ça marche pas? Et si je rencontre personne, je ferais quoi de tout ça? Tout ça pour rien. Franchement, la dose d'hormones qu'on reçoit, elle est conséquente, elle pèse sur notre mental. Et même si pour les autres, on fait quelque chose de super positif, sur le moment, tu te sens seul et déprimé. J'avais mentionné avant que nous sommes dans un domaine où la nature a toujours le dernier mot. Et ben, je l'ai très vite compris quand on m'annonce à quelques jours de mon opération que je n'ai que 3 follicules matures. C'est le choc, je suis triste, déçue, fâchée, je m'en veux, je me demande ce que j'aurais pu faire de mieux. Parce que pour vous remettre en contexte, lors d'une stimulation ovarienne, le corps médical cherche à obtenir environ 15 ovocytes matures. Car lors d'une éventuelle FIV, une fécondation in vitro, plus on en a, plus les chances de concevoir un enfant sont meilleures. Donc j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer que 3 ovocytes, c'est bas. Je tenais juste à flot ces dernières semaines et avec tout ce processus, mais là, je craque. Je suis vraiment en colère, je remets toute ma vie en question et je me rends compte petit à petit que je vais sûrement devoir refaire un deuxième round. L'opération, elle se déroule parfaitement. J'avais même encore espoir qu'on m'annonce qu'on avait réussi finalement à prendre plus d'ovocytes matures, mais non, j'en ai bien eu 3. Je prends quelques temps à digérer cette histoire, à comprendre ce qui vient de se passer. Mon corps aussi prend plusieurs jours à dégonfler et je retrouve petit à petit qui je suis sans toutes ces doses d'hormones. C'est lors d'un rendez-vous post-opératoire que mon gynécologue me conseille de refaire un deuxième round car 3 ovocytes, c'est vraiment trop peu. Je pourrais bénéficier d'un rabais si je décide de le faire dans les 3 prochains mois et forcément, ça me met un peu la pression. Parce que oui, ce sont des coûts importants, mais malgré ça, je sens que c'est encore trop tôt pour moi. Je suis pas prête à me relancer juste pour profiter d'une réduction. J'ai réellement besoin de me retrouver et de digérer tout cet épisode. J'ai envie de partir en vacances, de faire du sport, de travailler normalement et un peu d'oublier le temps d'un instant tout ce qui vient de se passer. J'ai décidé d'en parler sur les réseaux sociaux et très vite j'ai reçu énormément de messages de femmes qui me racontaient leur propre parcours, leurs doutes, leurs peurs, leurs essais, leurs décisions. Et là, je me suis vraiment rendu compte que j'étais très loin d'être seule dans ce processus. De nombreux médias suisses aimeraient que je donne une interview à ce moment-là, mais je refuse. C'est trop tôt, c'est trop frais, trop douloureux. Et pour moi, c'est une chose d'en parler sur mes réseaux parce que là, je garde le contrôle, je choisis ce que je raconte, quand je le raconte et surtout comment je le raconte. Mais c'est une autre chose de me confier à un journaliste sur un sujet qui, encore aujourd'hui, me donne les larmes aux yeux quand je l'évoque. Alors, je décide de ne pas donner suite à ces demandes, pas parce que j'ai pas envie d'en parler, mais parce que, sincèrement, je veux pouvoir le faire à ma manière. C'est aussi là que l'idée de créer mon propre podcast prend encore plus de sens, créer un espace où je peux raconter les choses avec mes mots, dans mon rythme, avec toute la nuance, la vulnérabilité et la vérité qu'un sujet comme celui-ci mérite. Plusieurs mois passent, la fin d'année approche et je recommence à me renseigner sur la congélation d'ovocytes, mais cette fois-ci en Espagne. Alors pourquoi l'Espagne? Très honnêtement, au départ, parce que ma gynécologue et une amie me l'ont recommandé,
Mais en creusant, je comprends vite pourquoi autant de femmes s'y tournent. L'Espagne, elle est reconnue pour ses PMA, les structures sont bien développées, les prix sont souvent beaucoup plus accessibles qu'en Suisse. Et surtout, il y a un point fondamental, si un jour je veux faire un enfant toute seule, j'en ai légalement le droit en Espagne. La législation permet l'accès aux techniques de procréation médicalement assistée à toutes les femmes majeures, indépendamment de leur statut marital ou de leur orientation sexuelle. Et ça, quand tu es une femme célibataire qui essaie juste de garder des options ouvertes pour son futur, ce n'est pas un détail. Décembre 2025, je me retrouve donc en visio-call avec un centre spécialisé en procréation médicalement assistée, Eugine. Je réalise plusieurs choses, ils sont super au taquet, appel avec un médecin, portail en ligne avec notre dossier et l'évolution du processus et surtout des onglets avec un chat, les documents et la facturation. Bref, ça se voit que c'est un business qui tourne et c'est peut-être ça qui me gêne un peu parfois, c'est devenu un business. Parce qu'au fond, ce qui me met mal à l'aise, ce n'est pas le fait qu'il y ait des centres compétents, organisés et efficaces, heureusement d'ailleurs. Ce qui me dérange, c'est de voir à quel point quelque chose d'aussi intime, d'aussi fragile, d'aussi existentiel que le désir ou la peur de devenir mère est aussi devenu un marché. En fait, quand tu arrives dans ce genre de parcours, t'es pas juste une patiente, tu es aussi une femme vulnérable, souvent dans l'urgence, parfois dans la peur, parfois dans la solitude. Et forcément, autour de ça, il y a toute une industrie qui s'est construite, une industrie qui répond à un besoin réel, bien sûr, mais qui repose aussi sur nos angoisses, le temps qui passe, la fertilité qui baisse, la peur de regretter, la peur de rater le bon moment. Et c'est là que ça devient troublant. Parce qu'à partir du moment où la peur entre dans l'équation, l'argent n'est jamais très loin. On te vend un espoir, on te vend du temps, une possibilité, une tentative de contrôle sur quelque chose qui au fond restera toujours incertain. Et même si c'est pas forcément mal intentionné, ça reste perturbant de se dire que plus les femmes sont angoissées par leur fertilité, plus ce marché a de la valeur. Et parfois, j'ai eu la sensation que tout allait très vite, c'est très fluide, c'est très bien rodé, comme si tout était pensé pour que tu avances rapidement dans le processus. Et encore une fois, je comprends aussi pourquoi, quand on est dans ce genre de démarche, on a besoin de clarté, d'efficacité, d'être prise en charge. Mais il y avait souvent une partie de moi qui avait parfois envie de ralentir, de me demander: «Attends, est-ce qu'on est en train de m'accompagner dans une décision importante ou est-ce qu'on est aussi en train de me faire entrer dans une machine qui fonctionne très bien?» Février 2026, je suis donc en Espagne pour plusieurs semaines. Cette fois-ci, j'ai payé environ 4 000 € pour 2 rounds de stimulation. J'étais tellement effrayée par le premier round en Suisse qui n'a donné que 3 ovocytes que cette fois-ci, je mets toutes les chances de mon côté et choisis donc de faire 2 stimulations sur le premier semestre 2026. Ce qui a changé, par contre, depuis mon dernier traitement, c'est que cette fois, je connais le processus. La progestérone avant les règles, le début des piqûres dès l'arrivée des règles, le contrôle gynécologique régulier pour voir l'évolution des follicules, la nausée, la fatigue, les sautes d'humeur, la solitude et l'opération. Je sens que c'est un terrain que je connais un peu désormais et cette fois, j'ai pu un peu lever le pied avec le travail afin d'aborder cette phase avec plus de tranquillité. Car oui, je le répète, c'est pas un traitement léger. Mais en parallèle de ça, mon séjour à Barcelone se passe étonnamment bien. Déjà parce que les équipes d'Eugène sont super bienveillantes, mais aussi parce que ce cadre-là, il me fait du bien. Quitter mon rythme en Suisse était presque nécessaire parce que ici en Suisse, tout allait vite, j'étais toujours sollicitée, toujours dans l'action et à Barcelone, j'ai naturellement ralenti. Mes journées, c'était assez simple, mais assez équilibré. Je continuais à travailler, alors bien sûr, avec un rythme un peu plus doux. Et forcément, en étant en Espagne, j'étais moins accessible, donc moins dans l'urgence. Et j'ai profité de ces moments en solo à marcher, à prendre l'air, à être juste avec moi-même. Des moments avec mes copines qui sont venues me rendre visite. J'ai fait quelques visites, des cafés, des petits moments culturels et surtout beaucoup de repos. Et je crois que pour la première fois depuis longtemps, j'étais dans un rythme qui respectait vraiment ce que mon corps vivait. J'ai eu très peur à ma première échographie lorsqu'on m'annonce que je risque d'avoir que 6 ovocytes. Je me dis putain, ça recommence. Je suis triste et déçue à nouveau car malgré toute notre bonne volonté, la nature elle reprendra toujours le dessus, c'est elle qui choisit. Mais surprise, quelques jours avant mon opération, mes petits ovocytes ont décidé de se bouger un peu et on m'annonce que j'en aurai sûrement 9, 10 et au final, on en a eu 11. Et sincèrement, c'est une délivrance. Je suis crevée. J'ai pas pu faire de sport depuis des jours. Je suis un peu stressée parce que j'ai pas vraiment réussi à prendre de vrais congés pour cette procédure. Alors, quand on m'annonce que j'ai eu 11 ovocytes, je suis heureuse. Il y a quelque chose en moi qui s'apaise. C'est hyper difficile à expliquer, mais c'est comme si tout d'un coup, le bruit, il s'était arrêté, comme si je pouvais enfin un peu respirer depuis l'été dernier. Et surtout, à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de très profond, une forme d'évidence. Je me suis imaginée, je me suis projetée, j'ai pensé à ce futur enfant, pas de manière abstraite, mais presque comme s'il existait déjà quelque part.
J'ai ressenti de l'amour comme si ce bébé, même s'il n'existe pas encore, il avait déjà une place en moi. Et c'est là que j'ai compris, je veux vraiment être maman. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Mes ovocytes seront donc congelés en Espagne pendant 10 ans et j'ai maintenant le choix de les utiliser seul ou avec un partenaire. Alors bien entendu, si je suis avec quelqu'un, je tenterai d'abord de tomber enceinte naturellement avant de potentiellement utiliser mes ovocytes pour faire une FIV. Et à l'heure où je vous parle, je m'apprête à repartir à Barcelone dans quelques jours pour faire ma troisième et dernière stimulation ovarienne. J'ai fait le choix de congeler mes ovocytes pour retrouver du contrôle sur l'incontrôlable. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai besoin de laisser pendant quelque temps le sujet devenir mère de côté. Ce sujet, il est et il restera toujours particulier pour moi. Mes peurs quant à ne jamais pouvoir être maman sont toujours présentes. Je me pose beaucoup de questions sur mes choix de vie, sur mon besoin de transmettre tout mon amour à un enfant. Je suis certes heureuse d'avoir été au bout du processus, mais l'incertitude et la tristesse restent. Donc je sais aujourd'hui que j'ai besoin d'un peu de légèreté. Après une année de stimulation, des dizaines et des dizaines de piqûres, des milliers de francs dépensés, des pleurs, des doutes, des déceptions, de la solitude et 3 opérations, mon corps et mon esprit ont besoin de se retrouver autrement qu'à travers le désir de maternité. J'ai envie de revenir à la vie, à une vie plus douce, plus légère, plus spontanée. J'ai envie de remettre mon énergie dans ce qui me nourrit aujourd'hui, ce podcast, ma retraite sportive, mes projets. J'ai envie de refaire du sport pour le plaisir de créer, de voyager. On va partir en famille pour célébrer la retraite de mon papa et je crois que j'ai profondément besoin de ce genre de moment. Je rêve trop de faire un road trip en Norvège, de voyager au Panama, le pays d'origine de ma grand-maman. En fait, j'ai besoin de redevenir une femme entière, pas seulement une femme qui attend, qui anticipe, qui organise, qui essaie de préserver quelque chose pour plus tard. Et si je devais terminer par 3 conseils que j'aurais aimé entendre, informez-vous même si vous n'êtes pas prête. On pense souvent que tant qu'on n'est pas en couple ou pas dans ce projet, ça ne nous concerne pas, mais comprendre sa fertilité, c'est aussi reprendre un peu de pouvoir et ça n'engage à rien. Préparez-vous autant mentalement que physiquement. On parle beaucoup du protocole médical, mais beaucoup moins de l'impact émotionnel et pourtant il est réel. Entourez-vous, parlez-en et soyez douce avec vous-même pendant ce processus. C'est un processus qu'on démarre et finit seul, mais son chemin, entourez-vous et partagez vos ressentis avec vos proches. Et 3, votre timing n'est pas celui des autres. Et même si la biologie impose certaines limites, votre vie, elle ne se résume pas à une timeline parfaite. La société, elle adore nous faire croire qu'il y a un bon moment pour tout, mais la réalité, c'est que personne ne vit exactement la vie que vous vivez. Donc arrêtez de vous comparer à des trajectoires qui ne sont pas les vôtres. Ce n'est pas parce que certaines deviennent mères à 20, 25, 30 ou 35 que ça doit être votre chemin à vous aussi. On avance toutes avec une histoire différente, des choix différents, des rencontres différentes. Il y a un chemin qui n'appartient qu'à vous. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment mon histoire avec la maternité va s'écrire. Je sais juste que j'ai fait un pas pour me rassurer, un pas pour me laisser du temps, un pas pour moi. Et peut-être c'est ça au fond, avancer sans tout contrôler, mais en restant aligné avec ce qu'on ressent. Je n'ai pas toutes les réponses et je crois que c'est ça le plus honnête que je puisse vous dire aujourd'hui. Mais si cet épisode peut ouvrir une discussion, faire réfléchir ou simplement faire en sorte qu'une femme, une femme qui est en couple ou peut-être vos amis, vos proches, un couple qui soit hétérosexuel ou homosexuel qui sont dans ce parcours, vous aide un petit peu à mieux comprendre à quoi vous attendre et ce qu'on ressent, sincèrement, ça en valait la peine. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu, fait réfléchir ou simplement fait du bien. Si quelque chose a résonné en toi, si ça t'a donné envie d'en parler autour de toi, alors partage ce podcast avec tes proches, abonne-toi. Il est présent sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et Deezer. Ou fais-moi part de tes réflexions en commentaire ou par écrit via le site internet ou sur les réseaux sociaux. Ça m'aide énormément à faire évoluer ce podcast et à te proposer des épisodes toujours plus justes. Et si tu veux aller plus loin, retrouver les sources, les réflexions ou les coulisses des épisodes, je te donne rendez-vous sur le site du podcast adimanchepodcast.ch. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle conversation. À dimanche.